Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Comprendre le Moyen-Orient. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Louis Blin, Le monde arabe dans les albums de Tintin, 2015. Nicolas Teneze, Israël et sa dissuasion, Histoire et politique d'un paradoxe, 2015. Inan Sevinç, L'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme par la Turquie, 2015. Mesut Bediranoglu, La conception turque de la laïcité à l'épreuve du standard européen de société démocratique, 2015. Ibrahim Kaaboglu et Eric Sall, Le droit constitutionnel turc. Entre coup d'État et démocratie, 2015. Gérard Fellous, Daesh État islamique. Cancer d'un monde arabo-musulman en recomposition. Un conflit international long et incertain, 2015. Mamdouh Nayouf, Vers le déclin de l'influence américaine au Moyen-Orient, 2014. Hillel Cohen, Les Palestiniens face à la conquête sioniste, 1917 à 1948. Traître ou patriote, 2014. Pierre Jacquet, L'État palestinien face à l'impuissance internationale, 2013. Firouzeh Nahvandi, L'Iran dans le monde, 2013. Aline Korban, L'évolution idéologique du Hezbollah, 2013. Sami Dorlian, La mouvance zaïdite dans le Yémen contemporain, 2013. Gamal Albanna, L'islam, la liberté, la laïcité et le crime de la tribu D. Il nous a été rapporté, 2013. Daniel Clervaux, Iran, la contre-révolution islamique, 2013. Naïm Stifanetek, Le cri d'un chrétien palestinien pour la réconciliation. Pour une théologie palestinienne de la libération, 2013. Du même auteur, aux éditions de l'Harmattan. Le principe d'égalité et la constitution de l'Afghanistan de janvier 2004. Sur Internet, le blog de Gohar. La forme originale et complète du présent ouvrage, avec tout son appareillage scientifique, a été rédigée pour un doctorat en sciences politiques soutenu en mai 2013 sous le titre L'Afghanistan et le langage de l'égalité, une approche de la poétique du contrat social sur une zone de fracture du système monde. Préface. 35 ans après l'invasion soviétique, 18 ans après l'arrivée des talibans au pouvoir et 13 ans après leur défaite, l'Afghanistan ne va pas bien. L'instabilité et les violences ont même tendance à croître. Tant d'experts de la communauté internationale se sont pourtant penchés sur ce pays. Mais quel pays ? Ou plutôt, quelle perception en avait l'Occident avant de s'y investir massivement ? Il suffit pour le savoir de relire les récits de voyage ou d'entendre les souvenirs de coopérants du milieu du XXe siècle, avant que l'URSS ne vienne justement bousculer brutalement l'image qu'ils en avaient. Un pays de vertueuses traditions, de maîtrise courageuse du temps long, de douce poésie en réponse à l'aridité des sols et du climat, de politesse exquise à l'égard de ses hôtes, et à l'abri des affres de la modernité, de ses rythmes trop rapides, de sa société de consommation, etc. Sans trop forcer le trait, l'Afghanistan apparaissait ainsi dans l'imaginaire occidental comme un conservatoire de l'humanité première, avant qu'elle ne fût corrompue par le développement. Évidemment, cette représentation avait peu de chances de survivre à 35 ans de conflit, mais la plupart des intervenants internationaux civils, des milliers depuis 2001, sont venus avec l'optimiste certitude que les programmes dits de reconstruction allaient tout simplement restaurer puis moderniser l'Afghanistan de leurs rêves et de leurs vœux. La déconvenue fut douloureuse. Et pour quelques-uns qui s'en retournèrent chez eux avec une part d'admiration pour la résilience des Afghans, pour leur dignité dans la souffrance, combien d'autres eurent le ressentiment que la tradition, le tribalisme, le poids de la religion et la culture des inégalités étaient inhérents à l'Afghanistan et s'érigeaient comme autant d'obstacles insurmontables ? Comment était-il possible à leurs yeux que cette population, meurtrie et fracturée par 3 décennies de guerre, soit si rétive à se saisir des valeurs universelles que nous leur proposions et qui avaient fait leur preuve dans nos sociétés apaisées ou censées a priori l'être ? C'est qu'en réalité la démarche de la communauté internationale était globalement trop ethnocentrée pour réussir. Les tonnes d'analyses et enquêtes d'experts produites depuis 2001 montrent trop souvent combien les questions représentent la structure mentale de ceux qui les posent, page 31.
Je me souviens de cette réflexion offusquée d'une amie et collègue de la Commission européenne, alors que le sujet débattu ne s'y rapportait pas, mais enfin. Comment peut-on davantage accepter que des femmes soient encore voilées dans les rues de Kaboul ? Certes, mais la lamentation morale incantatoire ne répond pas à la question et ne suffit même pas à la poser avec un peu de pertinence. Je me souviens aussi d'avoir été soupçonnée de sympathie envers les talibans, pour la simple raison que j'avais souligné dès 2002 que la tentation politique d'ostraciser les Pashtuns, l'ethnie dont sont issus les talibans, ferait renaître le mouvement alors des faits comme vecteur de reconquête de l'espace national et éventuellement du pouvoir central. 13 ans plus tard, le pouvoir central et la communauté internationale pressent les talibans de s'asseoir à la table des négociations. Si les jugements dichotomiques sont à ce point impropres à rendre compte des situations complexes et inopérants politiquement, alors le livre de Gaïd Gohar Archambault arrive comme une respiration et une nécessité. Son approche n'est jamais ethnocentrée, et consciente des pièges à toutes les étapes de sa recherche, elle s'en explique clairement et sait s'en prémunir. Ce n'est pas si simple car l'auteur a aussi une longue relation sensible et personnelle à l'Afghanistan, qu'elle évoque une seule fois avec modestie et sobriété dans sa conclusion, page 357, comme fondement de sa dynamique de recherche et garantie de sa sécurité personnelle. La difficulté est alors d'appréhender la réalité d'un système dont on est soi-même partie prenante, page 27. Disons-le tout de suite, elle y réussit pleinement et transforme même l'essai de manière dynamique. Les entretiens qu'elle mène à travers l'Afghanistan et qu'elle nous fait partager tout au long du livre montrent que les moyens de sa recherche sont d'abord les humains, qu'elle se garde bien de faire entrer dans les grilles préétablies des enquêtes d'experts mais qu'elle écoute sans a priori. Le résultat, dès le titre 1 de l'ouvrage, est une saine déconstruction de ce que l'on croyait savoir, surtout d'un sujet aussi médiatisé que celui de l'inégalité en Afghanistan, avant de tenter en titre 2 d'élaborer la syntaxe afghane de l'égalité, c'est-à-dire faire le point sur des réalités complexes qui avaient échappé à la plupart des observateurs. Mettre ainsi l'humain au centre d'une démarche scientifique, n'est-ce pas ce qu'on appelle une approche humaniste, où l'humain est le sujet, à la différence de l'humanitaire où l'humain est l'objet d'une action déterminée ? Cela explique aussi la différence essentielle de cette recherche par rapport aux analyses et enquêtes des acteurs de la reconstruction, où il ne s'agit que d'évaluer auprès des populations la faisabilité et ou les résultats de programmes spécifiques, à un moment donné. Or, la réalité humaine ne se découpe pas comme une miche de pain dont le spécialiste ne saisirait que la tranche dont il a besoin. George Ribeil, cité en page 152, le dit de manière plus savante, toute sociologie qui limite son objet à un champ restreint du système social court le risque d'être défectueuse ou inopérante. Ainsi comprise, la recherche de Gaïd Gohar Archambault relève le défi de la complexité au sens où l'entend Edgar Morin auquel elle se réfère d'ailleurs, complexus signifiant tout ce qui est tissé ensemble. Ainsi la pluridisciplinarité est un autre mérite du livre, un défi relevé avec talent, dans des domaines aussi divers que l'histoire, la philosophie, la théologie, l'anthropologie sociale, la géopolitique régionale, le droit dans ses aspects multiples, tribal, coutumier, constitutionnel, etc. Le tout mis en perspective intelligible par une riche lexicologie, pashtun, dari, arabe et des éclairages linguistiques aussi sur une zone de fracture du système monde pertinent que nécessaire. Je me souviens d'une conversation à trois dont je fus témoin à Peshawar, où le simple mot nation renvoyait le chef tribal à son ethnie, le diplomate à une entité sertie dans un État, et le mollah à la communauté sans frontières des croyants. Ainsi, en évitant de figer le sens des mots dans une seule grille de lecture, l'auteur en vient à montrer que l'Afghanistan n'est ni une société primitive, ni une société tribale, ni une société féodale, ni un État moderne, mais un peu de tout à la fois et c'est précisément ce qui en fait l'intérêt. À ce stade cependant, et quelle que soit la rigueur et la subtilité de la méthode, une interrogation demeure. Comment peut-on vraiment traiter la question de l'égalité et parler de contrat social au milieu de tant de conflits armés depuis 35 ans, un contexte qui reste la référence dominante de la majorité de la population? La réponse ou la tentative de réponse tient essentiellement dans la troisième partie du livre. Après avoir d'abord déconstruit et remis à plat les poncifs les plus tenaces sur l'Afghanistan, qu'il s'agisse de la question de la femme, du tribalisme, de la culture de l'honneur, de la demande et des facettes de l'égalité,
Après avoir ensuite reconstitué au mieux une syntaxe afghane de ce qui précède, il est alors question de la poétique du contrat social en Afghanistan. Le choix du terme pourrait surprendre l'université, qui lui préfère généralement la théorétique qu'Aristote distinguait justement de la poétique. Il se justifie pourtant puisque le mot grec setto, TTKOCCD désigne un processus de fabrication, et c'est bien ce processus de fabrication, les conditions objectives de ce processus, l'action de l'individu sur son environnement social et institutionnel qui sont à l'étude dans cette troisième partie. Mais cette poétique est par définition inachevée, et si les derniers chapitres laissent le lecteur sur sa faim, c'est justement parce que la poétique est l'étude des potentialités inscrites dans une situation donnée et qui débouche sur une création nouvelle, page 23. Le travail de Gaïd Gohar Archambault scanne remarquablement bien la situation donnée. Dans presque tous ses recoins, elle déniche analytiquement les potentialités qui y sont inscrites mais ne peut évidemment pas anticiper toutes les formes que prendrait une création nouvelle dans les années à venir. Il n'y a donc pas de point final à cette recherche, mais un impératif à la continuer. Cependant, L'honneur d'être humain est un texte poignant en guise de conclusion provisoire qui met en évidence par des exemples concrets l'écart dramatique entre la richesse du contenu de cette recherche et les contingences, réelles ou fabriquées, qui rendent inopérants beaucoup de programmes internationaux. Cet écart, qui n'est pas seulement conceptuel mais relève aussi des modes et standards de vie, apparaît ainsi comme une fracture entre beaucoup d'Afghans et la communauté internationale. Une fracture de plus dans ce pays qui en a connu tant d'autres. L'Afghanistan a toujours été au point de convergence tellurique, de l'expansion des empires médiévaux, puis des empires coloniaux russes et britanniques, ensuite de l'affrontement Est-Ouest de la guerre froide pendant l'occupation soviétique, et enfin du dernier épisode en cours depuis 2001, différent des précédents certes, mais qui n'en demeure pas moins un conflit armé entre deux mondes qui ne se comprennent pas bien et tentent de plus en plus à s'exclure l'un l'autre. L'Afghanistan est emblématique de ce que l'auteur appelle la fracture du système-monde. En page 112, elle cite une parlementaire afghane, Fawzia Kofi, à propos du surgissement soudain de son pays dans la perception du monde en 2001. Pour la première fois, j'ai senti un lien puissant entre ce qui se passait en Afghanistan et ce qui arrivait de l'autre côté du monde. L'histoire était un gigantesque puzzle. À présent quelqu'un quelque part venait de mettre en place la dernière pièce. Et le monde tremblait. En réalité, l'Afghanistan n'était pas la dernière pièce du puzzle monde et le monde a continué à trembler, en Irak d'abord dès 2003, dans les autres pays du Levant, Shams, aujourd'hui, et partout où les pays dominants de la communauté internationale font voler des avions de guerre ou envoient des troupes au sol. Les zones de fracture du système monde ne cessent de se multiplier depuis le début de ce XXIe siècle. Ainsi Gaïd Gohar Archambault nous précise que son livre n'est pas une thèse sur l'Afghanistan, mais à propos, je dirais même à partir de l'Afghanistan. L'état de crise prolongé fait de ce pays un révélateur inégalitaire mondial, et de nombreuses références hors Afghanistan émaillent le texte et ouvrent la recherche à des analyses transversales pour mieux comprendre comment les insécurités multiples marquent le mode de vie des habitants et comment les groupes se constituent en fonction des circonstances et non de descriptifs figés de données sociopolitiques a priori. Ainsi, dans un monde qui multiplie les zones géographiques de friction et semble en conséquence être entré en conflit global contre lui-même, l'Afghanistan n'est qu'un exemple de ces lieux où se joue le futur de l'humanité, sa capacité à vivre ensemble dans la solidarité et la diversité. Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'un pays en conflit récurrent Israël, a l'habitude de dire que entre la réflexion et l'action, il existe une contradiction insurmontable. La remarque vaut pour tous les pays de la fracture du système monde. Si la contradiction se situe entre l'anthropologie, champ de recherche et de réflexion, et la politique en tant qu'outil du changement, alors la thèse de Gaïd Gohar Archambault est bien une thèse d'anthropologie politique où l'approche poétique est de nature à déverrouiller la contradiction que souligne Barnavi. Elle n'est évidemment pas un vade-mecum d'action politique, mais mérite d'être portée à la connaissance du plus grand nombre parmi les acteurs et les décideurs, en Afghanistan bien sûr, mais aussi dans les pays voisins et la communauté internationale. Georges Lefebvre. Comment être égal dans l'instable et le violent ? Égal. 1. Adjectif semblable,
le même en nature, en quantité, en qualité, deux quantités égales à une troisième sont égales entre elles. 2. Qui ne varie pas, température égale. 3. Unis, de niveau, chemin égal. 4. Familier, indifférent, cela m'est égal. 5. Mathématiques, se dit de deux figures exactement superposables. Deux triangles qui ont leurs trois côtés égaux chacun à chacun sont égaux. 6. Non, qui est de même rang, vivre avec des égaux. Petit Larousse en couleur, édition 1980. Quand il s'en va vers l'océan à la recherche de la perle, il est perle lui-même et même une perle unie. Saïd Jalaluddin Balkhi Rumi, 1207 à 1273. Mahmoud Tarzi, 1866 à 1933. Je ne suis ni athénien ni grec, mais un citoyen du monde. Socrate, 470 à 399 AV. J.C. Quand en janvier 2004, les représentants de la population afghane à la Loya Jirga convoqués par le président intérimaire Hamid Karzai, se sont levés pour approuver solennellement la constitution qui venait de faire l'objet de 2 semaines de débats animés, les commentaires avaient fait valoir les origines et les perspectives de ce moment historique pour l'Afghanistan. Certains groupes de défense, les femmes, les pratiquants du culte chiite, les locuteurs de langues minoritaires, les nomades, se félicitaient que leurs droits aient explicitement été pris en compte dans les nouvelles institutions. Les partisans d'un État fort soutenaient que la légitimité reçue du processus constitutionnel encourageait la stabilisation du pays et valorisait le poids de la nation afghane au niveau mondial. D'autres encore avertissaient de la nécessité d'assortir ce processus démocratique d'une contribution massive à l'équipement en infrastructures ainsi qu'au développement de services éducatifs et sociaux. De fait, 10 ans plus tard, l'instabilité et la violence sont toujours présentes en Afghanistan et mettent en doute le système sociopolitique que l'intervention internationale de 2001 avait souhaité et encouragé par une opération de coopération civilo-militaire sans précédent. Après un élan de solidarité atlantiste qui avait porté les gouvernements occidentaux à s'engager aux côtés des États-Unis, à la suite des attentats du 11 septembre 2001 dans une intervention militaire dont la justification publique était de débarrasser la population afghane, et en particulier ses femmes, d'un régime qui avait permis que l'Afghanistan soit utilisé comme base d'exportation du terrorisme, Engouement international pour le nation building ou le state building en Afghanistan a laissé place à un sentiment général de désabuse ou même de méfiance à l'égard de la population du pays, que les commentaires populaires décrivent de plus en plus comme naturellement portés au tribalisme ou enfermés dans le traditionnalisme religieux, des caractéristiques quasi essentielles qui rendraient les Afghans imperméables à la beauté des institutions et des valeurs offertes par les Occidentaux, ou pire, intrinsèquement dépositaires des tendances au terrorisme dont l'intervention avait voulu les libérer, preuve en étant les incidents de rechute misogyne dont se complaît la presse internationale. Ces mouvements de balancier que subissent ainsi le pays et sa population dans la représentation médiatique internationale sont caractéristiques d'une zone de marge, c'est-à-dire une zone généralement absente des préoccupations des habitants des centres du monde, pour ne surgir dans l'information que quand elle devient significative en termes d'intérêt immédiat, comme l'est la sécurité, ce qui survient à l'occasion d'affrontements sur son territoire des grands empires qui l'avoisinent. L'Afghanistan est un territoire sans accès à la mer qui se situe sur la ligne de partage des eaux entre, à l'est, le bassin de l'Indus qui irrigue la partie ouest de la péninsule indienne, au nord-ouest, le bassin de l'Amou Darya qui se jette dans la mer intérieure en voie d'assèchement qu'est la mer d'Aral en Asie centrale, et la série des cours d'eau saisonniers qui se perdent dans les sables du Dart et Margot au sud-ouest. Les paléobotanistes imaginent leurs rives et les immenses plateaux qui les séparent couverts de forêts de conifères, qui ont progressivement laissé place à l'agriculture irriguée, habie ou pluviale, l'almi, avant d'être parfois livrés à la désertification au fil des destructions ou des abandons. De Kaboul, la capitale contemporaine située à 1800 mètres d'altitude, on aperçoit les neiges éternelles du Kohe-Baba, 4951 mètres, première ligne des sommets de l'imposant massif de l'Hindou-Kouch culminant à 7690 mètres à la frontière avec le Pakistan et traversant l'Afghanistan selon une diagonale sud-ouest-nord-est.
D'après la théorie de la tectonique des plaques d'Alfred Wegener, l'ensemble montagneux qui va de l'Hindoukouche à l'Himalaya est issu de la collision de la plaque indo-australienne avec la plaque eurasienne depuis 70 millions d'années. Une excellente métaphore de cette coupure que représente l'Afghanistan dans les aires géographiques, c'est que l'Atlas Universalis, édition 1974 par exemple, ne propose aucune carte comprenant la totalité du territoire de ce pays, que l'on trouve pour moitié sur la carte de la péninsule indienne, et pour l'autre moitié sur la carte de l'Iran. Ainsi positionné sur une zone de fracture géophysique, l'Afghanistan l'est également sur une zone de fracture géopolitique, un espace de confrontation mais également de communication. En termes d'histoire et de géographie humaine, cette marginalité se manifeste en zone de passage de migration successives, ou bien comme territoire d'échange entre zones culturelles contingentes, quand il ne s'agit pas d'affrontements directs pour la prise de contrôle des domaines situés de part et d'autre. Certaines populations s'y établissent durablement. Au IIIe millénaire avant notre ère, les premières concentrations citadines sont apparues sous l'influence de la civilisation de Mohenjo-Daro. Avec son déclin, le territoire reçoit des vagues de populations indo-européennes qui s'installent dans les innombrables vallées, produisant à chaque fois des cultures relativement autonomes dont les traces subsistent jusqu'à nos jours à travers des langues fossiles, Pashai ou Nouristani par exemple. Les langues iraniennes, une des branches des langues indo-européennes, s'imposent comme langage véhiculaire sur les zones de plateau alors que, plus à l'est dans le Pakistan actuel, les monts Suleiman marquent la limite des parlers indiens. Chaque période de renversement politique provoque dans les plaines et sur les plateaux des migrations et destructions successives dont l'exemple archétypal est l'invasion cataclysmique des hordes turco-mongoles de Gengis Khan au XIIIe siècle, mais laisse largement intouchées les populations vivant dans la sécurité des vallées labyrinthiques de l'Hindoukouche. Faire l'historique du territoire afghan est alors en soi une difficulté. On peut tracer à grands traits des tendances politiques et culturelles. On peut les enrichir éventuellement de noms qui ont passé les âges, grâce aux embellissements des mythes identitaires ou de faits qui ont marqué les mémoires. Si l'on voulait y poser des dates, des frontières, afin de préciser les structures, les allégeances ou les domaines, on se heurterait à la destruction des sources écrites, sauf externes, et à la partialité des relations orales non soutenues par les faits. On se trouverait alors conduit à l'approximation. L'épopée relatée par le Shahnama est-elle de l'histoire ou de la légende? À l'interprétation. Telle bataille gagnée à tel endroit signifie-t-elle la soumission de toute une région, et parfois même à l'apostrophe. Imagination. Que se passe-t-il entre deux événements datés à des dizaines d'années d'écart? Seuls subsistent d'innombrables vestiges archéologiques affleurant çà et là sous la couche de l'Eus, pour la plupart privés de leur splendeur passée par la rapacité des pilleurs. Le fait incontournable, c'est la preuve par le vif de l'imbrication successive de ces multiples influences et origines, dans la complexité horizontale et verticale des implantations claniques en zone rurale, dans la diversité des villes, une imbrication qu'on peut qualifier de fractale dans le sens où sa complexité se retrouve à des échelles différentes en gardant néanmoins certaines continuités structurelles, qu'on cherchera justement à déterminer. Dans les représentations contemporaines, l'Afghanistan est une marge, une lisière, un bord, une périphérie, une zone de flexibilité, d'adaptation ou de rupture, culturellement, politiquement, économiquement en position charnière entre de vastes domaines où il apparaît et disparaît empiriquement au gré des événements de l'apostrophe. Histoire ou des préoccupations géopolitiques du moment, Asie du Sud ou monde indien, Asie centrale ou monde soviétique, Moyen-Orient ou monde musulman sont des zones de référence radicalement différentes mais valablement utilisées à propos de l'Afghanistan. Cependant, dès le XVIIIe siècle, les Afghans ou Pashtuns formaient un ensemble unifié et conscient de son identité tout en restant agités par des querelles de tribus et de chefs, dans cet espace montagneux et semi-aride situé sur la rive droite de l'Indus, entre l'empire safavide à l'ouest et l'empire moghol à l'est, et que les chroniqueurs appelaient déjà Afghanistan. Leur volonté d'indépendance vis-à-vis des voisins persans s'était déjà manifestée en 1722 par la prise d'Isfahan, mais fut réprimée par Nadir Shah Afshar, issu d'une grande tribu turque iranisée, qui défie les Afghans en 1729 avant d'annexer la totalité du territoire afghan et de constituer un empire s'étendant jusqu'à Delhi, saccagé en 1739. Quand Nadir fut assassiné en 1747, c'est un jeune officier pachtoun de son armée,
Ahmad Khan Abdali, qui en prit le contrôle et saisit l'occasion pour se faire élire roi à Kandahar par les tribus réunies en Loya Jirga. Il marquait ainsi la naissance de l'État afghan en fondant la dynastie des Durrani, les Perles, qui régnera jusqu'au coup d'État communiste en 1978. L'accession au pouvoir des Durrani est en elle-même un exemple des multiples tensions internes et pressions externes inhérentes à la vie sur une zone de fracture. Un Pashtun issu d'un clan de Kandahar, Ahmad Shah, éduqué et promu loin de chez lui dans la hiérarchie du puissant voisin de l'Ouest persanophone, saisit l'occasion d'un vide du pouvoir pour s'emparer de l'ère iranienne et reporte aussitôt ses ambitions vers l'Est pour prendre le contrôle de l'ère pashtophone et même plus loin de l'ère indienne. C'est le type de surgissement qui est décrit par le sociologue arabe du XIVe siècle Ibn Khaldoun, porté par une dynamique qu'il nomme Assaïa. Et comme pour encore donner raison à Ibn Khaldoun, son héritier Timur Shah structure le pouvoir de l'État déjà en repli territorial et tente de lui assurer un meilleur équilibre en déplaçant la capitale en 1776 à Kaboul, un carrefour commercial et culturel au climat plus clément que Kandahar, mais doit aussi faire face aux dissensions internes des clans Pashtuns, dont la puissante confédération des Ghilzais qui fait concurrence aux Durrani pour le pouvoir. Le nouvel acteur régional fut rapidement en butte aux visées expansionnistes de deux puissants empires en constitution. La Russie au nord de l'Amou-Daria, Samarcande et Boukhara sont perdus dès le règne d'Ahmad Shah, et l'empire colonial des Indes britanniques à l'est. Les historiens indiens argumentent que c'est la défaite des armées indiennes face aux Afghans à Panipat en 1761 qui fit le lit de l'invasion britannique dans le sous-continent. Il a même été affirmé que c'est cette position en tampon qui a fait perdurer par la suite une entité politique autonome, pérennisée plutôt par les intérêts ou défaillances de ses voisins que par conscience nationale revendiquée. Quand les Anglais eurent pris Peshawar, zone d'influence afghane, en 1818, l'émirat afghan se trouva confiné aux régions qu'il avait pu soustraire à ses puissants voisins, et cessa peu à peu de jouer son rôle traditionnel de trait d'union commerciale et culturelle entre les divers pays de la région. Son activité déclina fortement, ses villes se dépeuplèrent progressivement. C'était la rançon du rôle de tampon qui lui était laissé, après que les Britanniques eurent échoué à en prendre le contrôle direct par la force militaire ou la manipulation des différentes factions tribales. Les émirs successifs s'attachèrent alors à préserver la cohésion de leur État, menacé par la multiplicité des ethnies, la faiblesse des ressources du pays et le besoin des communautés de s'affronter pour s'assurer une part de la richesse. Pour les détourner de la tentation de fomenter des révolutions de palais et éviter la parcellisation de l'État comme cela s'était produit entre 1818 et 1826, l'émir Abdur-Rahman à la fin du XIXe siècle embarque les chefs Pashtuns dans des campagnes de soumission des populations dissidentes. Les bataillons des Hazaras, chiites habitant les hauts plateaux du centre, sont détruits et ces populations réduites à une condition subalterne ou servile. Les peuples polythéistes des vallées connus comme Kafiristan, pays des infidèles, sont convertis de force et cette province dorénavant appelée Nouristan, pays de la lumière. Des clans entiers de groupes Pashtuns nomades sont déplacés de force du sud au nord de l'Hindoukouche et sédentarisés. Alors que l'accord de 1872 avait entériné l'existence d'un État afghan destiné à séparer l'Empire russe de l'Empire britannique, une rivalité qu'on appelait le Grand Jeu, les prérogatives territoriales du pays sont stabilisées par des traités successifs dont le dernier, en 1893, dessine au beau milieu des montagnes Pashtunes la ligne Mortimer-Durand comme limite des influences afghanes et britanniques. Mais ces frontières restent largement poreuses, d'une part parce que des groupes nomades transhument régulièrement à travers elles, des persanophones à l'ouest, des turcophones au nord ou des pashtophones à l'est, d'autre part parce que les soubresauts politiques chez les voisins, révolution iranienne de 1906, révolution russe de 1916 provoquent des vagues de migration vers l'Afghanistan, et enfin parce que les parentés subsistent de part et d'autre. C'est dans ce paysage qu'intervient en 1919 la Troisième Guerre anglo-afghane, conduite par Amanullah Khan à son accession au pouvoir, et aboutissant à la souveraineté totale du pays. Si son rôle d'État tampon avait conservé intouché jusqu'au XXe siècle les caractéristiques traditionnelles de la société afghane, si l'identité nationale s'est effectivement forgée progressivement au cours d'affrontements avec ses puissants ennemis, persans, russes et britanniques au XIXe siècle,
et plus tard les soviétiques au XXe, l'Afghanistan en est toujours pas moins resté une mosaïque de disparités ethniques, linguistiques et même religieuses dont les tropismes externes pourraient tendre à son éclatement en diverses parcelles, qui trouveraient des affinités avec d'importantes populations habitant les pays voisins. L'imbrication réelle sur le territoire afghan est encore bien plus mouvante et dispersée que ne peuvent le représenter les cartographies. Pour l'émir Amanullah en quête de modernisation à l'instar de l'expérience turque, l'appréhension de cette diversité passait par un processus constitutionnel qui emmènerait le pays vers les évolutions démocratiques, et la constitution qu'il proposa à l'aval d'une Loya Jirga en 1923 fut le premier texte de l'État afghan faisant mention du principe d'égalité. Mais les mesures d'ouverture et de liberté individuelle qu'il prôna furent l'argument de factions traditionalistes pour mobiliser des mouvements subversifs, et entraînèrent finalement sa chute au bout de 10 ans. Tout au long du XXe siècle se renouvela pour les pouvoirs afghans successifs la problématique de la complexité. Comment développer la cohésion nationale d'une population parcourue de mouvements centrifuges extrêmement divers, et sauvegarder son indépendance? Incapable de mobiliser de suffisantes ressources internes parce que son éloignement des zones industrialisées du monde rendait difficile le développement économique du pays, l'État afghan dépendait de subsides alloués par l'étranger, qui en faisaient un État rentier tiraillé entre de multiples influences, la guerre froide ayant remplacé le grand jeu, mais dont les élites urbaines bénéficièrent par conséquent d'une relative prospérité pendant la majorité du siècle. Bien que non aboutie, cette tendance à la fragmentation spatiale et culturelle aurait presque pris le dessus au cours des terribles guerres des 3 dernières décennies. Préfigurée par l'agitation estudiantine et le blocage institutionnel dès la fin des années 60, les combats ont débuté dans les années 70 avec la rébellion des frères musulmans au début de la République de Daoud Khan, 1973 à 1978, puis avec l'ascension vers le pouvoir des factions communistes à Kaboul, concrétisée par le coup d'État sanglant du 27 avril 1978, encore appelé Révolution de Sor. Ils ont entraîné l'occupation du pays par l'armée soviétique, 1979 à 1988, et la guerre sainte contre le communisme, finalement victorieuse en 1992, de ces mêmes moudjahidines soutenus de loin par les États-Unis. Dans un pays non encore détruit mais regorgeant d'armes sophistiquées, ils se sont exacerbés en guerre civile dévastatrice. Ils ont enfin suscité l'apparition en 1994 d'une milice réactionnaire entraînée et approvisionnée par le Pakistan, financée par les États pétroliers du Golfe, les talibans, qui ont progressivement fait régner sur la quasi-totalité du pays un ordre sépulcral avant d'être évincés par L'. Intervention internationale menée en 2001 par les États-Unis, en réaction aux attentats lancés contre les intérêts américains depuis les camps du réseau terroriste Al-Qaïda retranchés dans les montagnes afghanes. Ces combats n'ont pas encore trouvé leur terme. De surcroît, la guerre elle-même a laminé les structures sociales préexistantes. Elle a déplacé durablement à l'extérieur des frontières près du tiers de la population du pays, et en 2012 encore un dixième. Elle a transformé une société rurale, traditionnelle et repliée sur son autosuffisance, en l'un des derniers pays du monde dans l'échelle du développement humain. Aucun groupe ethnique en Afghanistan n'est techniquement majoritaire. Cependant les Pashtuns, largement tribalisés, représentent environ 40% de la population et ont traditionnellement dominé la structure sociale et concentré les richesses. Pour environ 25%, le terme tadjik qualifie globalement des populations persanophones et sunnites plutôt dispersées dans le nord et l'ouest du pays, sans reconnaissance identitaire commune. Les Hazaras, environ 10% de la population concentrée sur les plateaux montagneux du centre, se distinguent par leur pratique de l'islam chiite et leur apparence physique mongoloïde. Ils constituent la population la plus faible économiquement, socialement et symboliquement. Il existe également des minorités significatives d'Ouzbeks et de Turkmènes dans le nord du pays, ainsi qu'une multitude de groupes singuliers avec des coutumes et des langues originales. Instabilité, violence, diversité, inégalité factuelle, cette complexité met en doute l'effectivité de l'article 22 de la Constitution de 2004 instituant le principe de l'égalité devant la loi de tous les citoyens.
car les notions de loi, de citoyen, de droit et de devoir, de discrimination et privilège n'y ont pas trouvé de définitions unanimes et sont interprétées différemment selon les interlocuteurs, selon le lieu, selon le moment, selon les circonstances. Factuellement, il n'y aurait donc rien d'égal, au sens d'invariable ou au sens de même niveau, sens 2 et 3. Du Petit Larousse, dans les revendications d'égalité des habitants des deux sexes de l'Afghanistan, par ailleurs eux-mêmes à l'évidence extrêmement variés et donc non semblables, sens premier, et partant aucunement superposables ni même interchangeables, sens 5. Néanmoins, puisque la question est posée dans la Constitution, c'est qu'elle n'est pas indifférente, sens 4. Et qu'il faudra alors trouver une piste de définition de l'objet de cette étude dans le 6e sens proposé par le Petit Larousse. L'égalité revendiquée par les Afghans serait un principe symbolique, comme dans l'expression « vivre avec des égaux ». Si le texte de la Constitution de 2004 utilise le mot moussaoui aussi bien en dari qu'en pachto pour qualifier les droits et devoirs égaux des citoyens afghans, on perçoit bien que la réalité de l'égalité vécue, ou non, en Afghanistan recouvre une multitude d'expressions et de perceptions. Et cette discussion sémantique, l'identification des éventuels décalages entre des mots couramment utilisés en sciences politiques et leur perception en Afghanistan, doit être finement menée pour poser les prémices d'une argumentation, notamment en ce qui concerne les concepts d'individu, de nation, d'identité. Ce travail entreprend alors d'identifier et de donner une forme symbolique commune égale aux revendications du vivre ensemble à égalité, tout en s'attachant à lui donner une opérationnalité dynamique, le contrat social, afin de replacer la question lancinante du devenir de la population de l'Afghanistan dans le contexte général d'inégalité croissante du système monde, et dans le contexte plus particulier d'un conflit armé ravageant l'ensemble du pays depuis 3 décennies, qui est toujours la référence dominante de la majorité de la population. De fait, si le système monde est l'organisation des rapports de pouvoir et des échanges planétaires entre plusieurs zones d'influence dominées chacune par un centre, il existe structurellement des chevauchements, des points chauds, des zones de compétition et d'instabilité identifiées ici comme zones de fracture. L'Afghanistan en est une. Cette instabilité rend caduc le mythe que portait l'Afghanistan dans l'imaginaire occidental, une société vertueuse préservée des insuffisances comme des agitations de la modernité. Elle a en revanche précipité dans le creuset qui bouillonne au pied de l'Hindoukouche les ingrédients d'une expérimentation humaine à grande échelle mettant en présence les plus ahurissantes disparités. Outre les troupes de la coalition internationale commanditée par l'ONU sous le nom d'ISAF, International Security Assistance Force, et les contractants privés de sécurité, humanitaires et fondamentalistes suicidaires, jeunes chômeurs et patriarches incontestés, tous ces clichés se retrouvent parmi les quelques 3 millions d'habitants de Kaboul, la capitale afghane qui avait été dessinée dans les années 60 pour 1 million de personnes en voyant large. Cette étude s'attache alors à identifier dans cette complexité des pratiques communes d'interaction pouvant être considérées comme les prémices d'un contrat social, en tant qu'ensemble de normes organisant la vie en société en minimisant la violence. Son terrain est l'unité spatio-temporelle qui précède les actions d'institutionnalisation en Afghanistan. Comment cerner ces pratiques, ces indicateurs de fractalité, et notamment la question de l'égalité, sinon en faisant parler certains acteurs de cette diversité des gens. Leurs témoignages formellement publiés ou recueillis sur le terrain sont la matière première de cette interrogation, de cette impossibilité à faire rentrer la question afghane dans les filtres de l'analyse dichotomique, et un chercheur tenté par un mode de pensée classificateur devra s'en imprégner pour s'en convaincre.
La société afghane, les sociétés, est à l'occasion tribaliste, à l'occasion traditionnaliste, à d'autres moments encore ouverte et mue par la complémentarité, et en fait tout cela simultanément. Le travail présent fera une large place à l'explicitation par l'exemple de ces différentes modalités, et proposera une description des circonstances qui y président et des potentialités de chacune de ces praxis en matière d'égalité, avec leurs implications sur l'émergence, ou non, d'une organisation sociopolitique commune. Un doute fondamental persistait sur la prégnance naturelle, ou même la pertinence de la question de l'égalité dans la perception des personnes mêmes auxquelles l'article 22 s'adresse, les Afghans. La dynamique universaliste qui l'imprègne, était-il un nouvel avatar du colonialisme, ou le reflet d'une revendication sincère et spontanée ? La question se situe bien dans le champ de la science politique en tant qu'étude des processus mettant en jeu les rapports de pouvoir entre individus, groupes et États, et elle fait appel aux différents champs de la connaissance, et donc à la pluridisciplinarité, contexte favori d'une analyse systémique. Il convenait alors de rencontrer directement les habitants de l'Afghanistan. D'en approcher le mode de vie, en y participant de la manière la plus directe possible. De s'impliquer au quotidien dans la mise en œuvre de projets, et la recherche de solutions aux problèmes qu'ils pourraient rencontrer. De se trouver plongé dans les réalités du dénuement, et de l'insécurité. De partager des émotions pour comprendre des déterminations. De passer d'un monde de l'histoire écrite à un monde de la transmission orale. De percevoir le point de vue d'un habitant des marges alors qu'on est soi-même issu d'un centre, ou serait-ce l'inverse ? De rentrer donc dans la psychologie sociale et cognitive. Ce n'est pas un hasard si la quasi-totalité des écrits produits ces dernières années par des Afghans sont le fait de la diaspora. Outre que la très minime frange de la population ayant bénéficié d'une éducation formelle avant les guerres, est également celle qui avait la capacité à émigrer dans de bonnes conditions économiques, ce qui produisit une inexorable hémorragie de l'intelligentsia dès l'éclatement du conflit. Outre que le secteur de la presse et de l'édition en Afghanistan a évidemment subi de plein fouet les censures et les attaques des gouvernements de guerre successifs, outre que la culture et enseignements ont été laminés par le pouvoir rétrograde des talibans, il n'est de réelle communication avec la plupart des Afghans que par la parole, qu'elle soit conversation, récit, conte ou poésie. Un nombre significatif des exemples utilisés provient des relevés de situations vécues, ou racontées sur le vif par des participants. L'argumentaire développé est imprégné des ressentis informulés du quotidien pour faire émerger une mise en forme nouvelle des représentations, qui dépasse les lieux communs de l'ethnicisation ou du genre en tant que mesure de l'égalité. Cette approche immédiate et directe a les inconvénients de ses avantages. Tout d'abord, la spontanéité et la fraîcheur de l'information s'obtient par un contact personnel dont la qualité dépend de la bonne volonté de l'interlocuteur. Pour un Afghan, faire plaisir à son interlocuteur, dès lors qu'on l'a accepté comme tel et surtout s'il est étranger, est le premier des devoirs. Il s'ensuit qu'une question posée dans le registre de la recherche provoque le plus souvent une réponse convenue, attendue et partant peu sincère. Il est d'ailleurs le plus souvent impossible d'obtenir un entretien individuel avec une personne chez elle. L'ensemble de la famille participe et contribue à la réponse, qui représente donc le sentiment ou la position du groupe. De surcroît, s'il n'existe pas de réponse convenue, l'interrogateur peut être perçu comme faisant preuve d'une curiosité déplacée voire dangereuse. Dans le cas où l'on obtient un contact sincère, soit qu'une relation s'établisse sur le registre de la confiance et de l'amitié, soit que l'interlocuteur perçoive l'intérêt de la démarche, l'expression d'une opinion individualisée peut effectivement mettre en danger celui qui l'a confié, sa famille, ou même le chercheur, parce que le point de vue collectif domine en tout temps pour préserver les intérêts de la cellule sociale, famille, clan ou tribu que les Afghans appellent qawm. Par ailleurs, si être une femme chercheuse dans une société fortement cloisonnée facilite l'accès aux lieux sociaux réservés aux femmes, en particulier l'intérieur des habitations, cela conduit en revanche à des surprises dans les rapports avec certains interlocuteurs masculins. À plusieurs reprises, des entretiens qui semblaient se dérouler normalement ont été interrompus inopinément, sans raison apparente ou perceptible. En fait, un rapport ambigu de domination-séduction peut s'établir et fluctuer au cours du temps.
Initialement, l'homme interviewé semble flatté qu'une étrangère s'intéresse à lui, et imagine peut-être en tirer des faveurs personnelles. Il se prête aimablement et courtoisement aux questions pour se mettre à son avantage et faire honneur au devoir d'hospitalité. Dans un deuxième temps, il se prend au jeu du contenu des questions et y trouve son compte, et une phase de l'entretien peut alors être très productive. Enfin, il prend conscience qu'il parle avec une femme, seul à seul et éventuellement dans la fusion des esprits que peut provoquer une discussion fructueuse. Il peut alors se sentir pris au piège, soit que sa vanité lui souffle de profiter de la situation et qu'il se rende compte qu'il ne trouvera pas de répondant en face de lui, soit qu'à l'inverse cette proximité le mette en butte à des soupçons injustifiés de son entourage, qu'en dira-t-on. Pour ne pas perdre la face, c'est donc lui qui rompra abruptement l'entretien. Il semble que pour bon nombre d'Afghans l'interaction asexuée ne fasse pas partie des comportements possibles, admis ou acquis. Dans d'autres cas, la présence féminine incongrue dans une assemblée d'hommes est tout simplement ignorée comme si elle n'existait pas, ce qui rend la position d'observateur assez étrange, mais néanmoins fructueuse. Dans un pays où la Constitution reconnaît au moins 8 langues nationales, et au moins 2 langues officielles, le dari et le pashto, le langage des entretiens est évidemment une difficulté majeure. Au fil de déplacements pendant l'année 2005, ont été conduits une trentaine d'entretiens qualitatifs dont l'impression générale est l'adhésion spontanée et sincère de la majorité des répondants à la notion d'égalité sociopolitique, avec une relative homogénéité des réponses sans doute due au large débat qui avait eu lieu dans les médias afghans pour préparer la Constitution de 2004. Devant un tel enthousiasme, alors même que la situation afghane est criante d'inégalité sinon d'injustice, il parut que l'approche analytique était un leurre. Fallait-il réellement interroger chaque micro-société culturelle de la diversité afghane sur sa perception singulière de concepts théoriques, au risque de rester parcellaire et descriptif, ou pire, déphasé et incohérent, et de ne jamais en appréhender la totalité et le sens profond? Le problème ne se situait-il pas plutôt dans les tenants et aboutissants de la notion, dans son contexte, dans sa dynamique même, comme le suggère Georges Ballandier? La démarche dynamique entend saisir la dynamique des structures tout autant que le système des relations qui les constituent, c'est-à-dire prendre en considération les incompatibilités, les contradictions, les tensions et le mouvement inhérent à toute société. Elle s'impose d'autant plus en anthropologie politique que le domaine politique est celui où ces dernières se saisissent le mieux et où l'histoire imprime le plus nettement sa marque. Il convenait alors de l'appréhender différemment, en interpellant les situations par une approche participative, selon le principe de réintroduction du connaissant dans la connaissance de la méthode d'Edgar Morin. Il importait également de percevoir plus précisément l'inquiétude sourde qui se dégageait de la plupart des entretiens, répéter qu'elle était sous une interrogation ou une autre. Cette constitution sera-t-elle mise en œuvre, aura-t-elle une signification si les chefs de guerre ne déposent pas les armes? De septembre à décembre 2005, puis de nouveau de septembre 2006 à septembre 2007, l'immersion afghane se poursuivit en contribuant à l'activité de 2 associations franco-afghanes dont les programmes sont financés par des aides internationales, attribuées notamment par la Commission européenne et le gouvernement français. Outre l'expérience immédiate de la vie quotidienne des Kaboulis, c'est la participation à des programmes mettant en contact au niveau institutionnel des organismes locaux et des organismes internationaux, et intégrant dans les équipes opérationnelles des Afghans aussi bien que des non-Afghans, qui permet l'observation du fonctionnement à ces 2 niveaux, ainsi que la relation entre les 2 niveaux. Ces 2 ONG ont la particularité d'avoir été créées spécialement pour venir en aide aux populations afghanes. MRCA a démarré ses activités en 1985 dans les camps de réfugiés afghans au Pakistan, en prodiguant de la formation médicale au personnel de santé eux-mêmes réfugiés. Faisant évoluer ses orientations avec les besoins des Afghans, MRCA a recentré en 2002 son action directement sur le territoire afghan. Elle a notamment reconstruit et gère le système de santé d'une province au sud de Kaboul, le Logar. Ce côtoiement des activités de MRCA a permis d'élargir la prise en compte de la diversité afghane par la rencontre de familles pashtunes rurales et montagnardes. Afghanistan Demain, AD, s'est établi à Kaboul en 2002 pour venir en aide aux enfants défavorisés, notamment les enfants travailleurs.
La collaboration avec des équipes comprenant des personnels afghans du domaine de l'éducation a permis de connaître les enfants et les familles de 3 quartiers populaires de Kaboul, Kala et Wakil, près de l'aéroport au nord-est de la ville, Demazan, au flanc sud de la montagne de la télévision, repère central de la ville, et Chelsea-Toun, au sud de la ville. La vallée du Panjshir, au nord de Kaboul, Tadjik, et la ville de Jalalabad, Pashtun, ont également été visités grâce à des contacts personnels. Au cours du travail d'Afghanistan demain avec le Child Rights Consortium (CRC), un groupe d'ONG financé par la Commission européenne pour aider au développement des enfants vulnérables, nous avons rencontré un éminent spécialiste pashtun, Ali Gohar. Ses travaux sur le pashtunwali et le concept de justice réparatrice ont été l'objet de nombreux entretiens. Ces anecdotes et références nourrissent l'aspect ethnographique de l'étude. Enfin, pendant 18 mois au cours des années 2010 et 2011, c'est dans le contexte direct de l'intervention militaire internationale qu'a été expérimentée au niveau local la réalité des interactions entre intervenants internationaux et afghans, d'une part, et entre civils et militaires d'autre part, ainsi qu'entre responsables institutionnels nationaux et fonctionnaires locaux afghans. Plus précisément, il fut possible d'observer et d'interagir avec les acteurs de la justice locale sur la zone d'intervention du détachement militaire français, à savoir en Kapisa, petite province à population mixte au nord-est de Kaboul, et en Sarobi, le district le plus à l'est de la province de Kaboul, à population essentiellement pashtoune. Les particularités de l'exercice de la justice sur cette zone est très représentative de l'ensemble du pays, par la diversité des références culturelles, par l'éloignement symbolique sinon factuel, des modes d'interaction sociopolitique régissant les rapports sociaux dans la capitale, et par la présence d'une minorité d'insurgés fortement mobilisés et largement invisibles dans les zones pashtunes. En termes d'éléments d'études présentés ici, c'est dans le cadre d'AD qu'ont été recueillis les résultats bruts d'un concours international de dessin d'enfants dont le thème était l'égalité homme-femme. Le palmarès, publié en août 2007, est saisissant. Un dessin afghan représentant une scène de violence domestique est l'un des 2 gagnants pour l'Asie, où concouraient 8 pays. Le deuxième dessin gagnant pour l'Asie provient du Népal et montre un personnage symbiotique composé des 2 sexes, avec la légende suivante en anglais : hommes et femmes sont pareils. Du ciel à la terre et de la terre à l'eau, hommes et femmes sont pareils en toute activité. Même le dieu Aryanarashurur est moitié homme, moitié femme. Tous 2 sont incomplets l'un sans l'autre. Ces dessins ont franchi les différents niveaux de sélection. Ils témoignent non seulement de la sensibilité des enfants, il fallait bien que l'idée fût présente chez un enfant pour qu'un dessin s'en fasse l'écho, mais indiquent aussi la structure mentale des adultes qui les ont passés au crible et retenus. Ces dessins ont produit ici le questionnement suivant. Le principe d'égalité est-il une structure universelle du développement humain ? Et ont permis à la formulation d'une définition du principe d'égalité en 3 mouvements et un principe contraposé, qu'il restait à mettre à l'épreuve. Après contextualisation, il fallut trouver des résonances dans les pratiques de terrain, évaluer la force de proposition de la notion d'égalité dans l'élaboration du contrat social, en un mot appréhender sa poétique. En élargissant l'utilisation qu'en fait Aristote pour caractériser la pratique de création dans l'activité artistique ou artisanale, la poétique est l'étude des potentialités inscrites dans une situation donnée et qui débouche sur une création nouvelle. De même qu'il y a dans le burin du sculpteur et dans l'instrument du musicien, une accumulation d'expertise qui lui permet de déployer la finesse de sa créativité, de même y a-t-il dans la formalisation explicite du principe d'égalité la prise en compte par un groupe humain d'une somme d'expériences qui permet l'épanouissement du contrat social tout en renforçant le principe lui-même. Le principe fait société par lien historique et spatial avec tout un monde de relations interhumaines coexistantes, de la même manière que l'outil porte l'acte de création de l'artisan, parce qu'il participe des productions de tous ceux qui en ont affiné la technicité tout en développant leur propre créativité. Les constituants de cette étude, ces titres, n'ont été fixés qu'après de nombreux tâtonnements. Au détour d'une phrase, alors que la validité de la structure à donner à l'ensemble n'était pas acquise, apparut le constat suivant. Ces différentes personnes n'ont pas de langage en commun,
Elle change littéralement de langage et de comportement et de jeu de valeurs avec chaque interlocuteur. La prégnance du contenu développé jusque-là et saupoudré dans la construction empirique préétablie est alors apparue en termes de sciences cognitives, en termes de linguistique. La métaphore du langage s'en est suivie presque naturellement, avec son vocabulaire, sa grammaire, ses propositions et sa sémiologie, donnant une harmonie au contenu apparemment discordant, dans une tentative de dégager un cadre de balisage lexical perceptible à tous. Ce qui est en jeu dans la question de l'égalité et de son principe sociétal, c'est la nature du rapport à l'autre, et la capacité à communiquer avec lui. Avant même que d'envisager l'égalité devant la loi comme un droit imprescriptible, il faut bien que l'individu ait conjecturé sa propre singularité, qu'il soit né à lui-même, séparé et différent du monde qui l'entoure, et néanmoins indissociablement lié à lui, et particulièrement à ses autres, ses presque semblables avec lesquels il communique. Il faut bien qu'il ait perçu sa relation à l'autre différent et donc non égal dans le sens où il n'est ni superposable, ni interchangeable biologiquement aussi bien qu'historiquement, comme une composante intrinsèque de son être. Il faut bien que cette relation à l'autre lui apparaisse comme une part de son essence même, un élément de sa capacité de subsistance et de développement. Il faut bien qu'il l'ait reconnue comme une condition de sa vie. Il faut bien enfin, si les hommes sont créés égaux, comme l'affirment certains systèmes institutionnels modernes, que cette égalité érigée en principe soit non pas une égalité mathématique, qualitative ou quantitative, mais une égalité symbolique, dont les facettes émotionnelles, intuitives et rationnelles fondent ensemble un comportement dans un système social dont les individus sont partie également prenante par construction, un système qui les détermine autant qu'il le détermine. Comment ce questionnement traverse-t-il la réalité afghane ? Sans s'y référer directement, le travail présent s'inspire de la psychosociologie cognitive de Noam Chomsky, dans le sens où il étudie la possibilité que le principe d'égalité soit l'expression communicationnelle d'un mode fondamental de l'interaction humaine, un des invariants à sa disposition dans son rapport à l'autre. À partir du terrain afghan, cette étude vise à reconsidérer le principe d'égalité comme élément de langage du développement humain, à appréhender sa puissance spécifique dans une volonté sociale d'interaction et à mettre en évidence ses limites, notamment par les autres usages du mot égalité qui tendent à supplanter la dynamique sociétale du principe d'égalité selon les circonstances sécuritaires, ce que la réalité afghane met dramatiquement en évidence dans le tribalisme ou le traditionnalisme. Il s'agit donc de passer d'un langage ethnique, qui essentialise les individus par leur appartenance identitaire, à un langage symbolique, qui donne à comprendre des complémentarités. Parce que l'Afghanistan est une marge, parce qu'il est situé sur une zone de confrontation de multiples structures politiques, de systèmes juridiques hétérogènes et de représentations symboliques diverses, l'Afghanistan est un archétype, une instantiation de ces lieux du monde où s'élabore le contrat social. Pour mettre en évidence les dynamiques à l'œuvre, ce travail s'appuie sur une approche systémique des rapports sociaux, considérée comme un mode de régulation des relations dans le système ouvert qu'est le genre humain. Selon Ludwig von Bertalanffy, un système ouvert est un système qui, à travers ses échanges de matière, d'énergie et d'informations, en interne et avec son environnement, manifeste la capacité de s'auto-organiser. Il s'agira alors de montrer que le principe d'égalité est un des éléments cognitifs de cette action d'organisation en deçà de sa formalisation institutionnelle, et d'étudier comment le système réagit quand le principe est ignoré, incompris, minimisé ou nié, alors pourtant que l'argumentaire de l'égalité est conservé dans le dialogue des interacteurs et leurs pratiques au quotidien. Il s'agira de montrer, puisque c'est l'inquiétude principale des Afghans, et on la partage, comment la question de la sécurité influe dans l'expression de ces différentes praxis. Du point de vue de l'anthropologie politique, il s'agit de l'étude des préalables à la possibilité de mise en œuvre d'un état de droit fondé sur le principe d'égalité. Il est notamment fait référence ici aux travaux de George Ribeil, pour appréhender cette vision dynamiste des rapports sociaux, et saisir la société internationale comme une totalité traversée par des tensions multiples, dont la résolution exprime le devenir global. Ainsi ce travail s'appuie de manière extensive sur les notions d'opposition,
d'assimilation et de coopération dans la diversité qui définissent les interactions entre acteurs sociaux selon qu'ils se fondent sur l'exacerbation de leurs différences, l'amplification de leurs ressemblances ou la recherche de la complémentarité dans la complexité, respectivement. Sur la forme et dans la mesure où il s'inscrit dans un schéma de pensée complexe, ce travail évite la dichotomie comme mode de conceptualisation mais privilégie l'association d'idées et l'intégration. Sur le fond, cette forme de pensée s'étend au-delà de la nécessité de caractériser les objets de notre étude par des grilles d'analyse préexistantes. Par exemple, l'Afghanistan n'est ici ni une société primitive, ni une société tribale, ni une société féodale, ni un État moderne, mais un peu de tout à la fois et c'est précisément ce qui en fait de l'intérêt pour ce travail. Et l'objet de l'étude n'est d'ailleurs pas l'Afghanistan, objet cristallisé de relations géostratégiques et membre des Nations Unies, mais l'ensemble de la population qui habite ou travaille sur le territoire qu'il est convenu d'appeler Afghanistan, ce qui inclut les personnes conventionnellement appelées Afghans, mais pas seulement, puisque bon an mal an depuis une dizaine d'années, environ 100 000 personnes ne possédant pas la nationalité afghane y travaillent pour des durées moyennes d'1 an, ce qui représente au bas mot 1 million de personnes étrangères qui ont acquis une perception intime du terrain afghan, sur cette période, et qui nonobstant les velléités d'isoler ce champ d'action de toute influence étrangère, interagissent au quotidien avec les Afghans et sont co-artisans de la poétique du contrat social, œuvre humaine collective. L'ensemble de l'étude proposée s'introduit notamment dans les systèmes de valeurs de 3 sous-systèmes singuliers du monde contemporain. Celui de l'Afghanistan, pays extrêmement vulnérable dans la mondialisation, exemple de culture traditionnelle et musulmane qui a inscrit le principe d'égalité dans ses institutions dès le début du XXe siècle, celui des États-Unis, pays extrêmement puissant dans la mondialisation, exemple de culture démocratique occidentale structurée par la liberté et héros autoproclamés des droits de l'homme comme fondement de ses institutions depuis 1776, celui de la France, pays intermédiaire et européen de la mondialisation, inventeur de la devise républicaine liberté-égalité, fraternité, et avec les États-Unis, initiateur de la modernité politique par la formulation dès 1789 du principe d'égalité comme fondement de l'État-nation. Outre que ces 2 pays occidentaux, les États-Unis et la France, sont les inventeurs du principe d'égalité dans les institutions contemporaines, leurs gouvernements ont décidé à la suite des attentats du 11 septembre 2001 d'intervenir militairement en Afghanistan, le premier par mesure de rétorsion, une forme d'égalisation de la violence, et le deuxième par solidarité avec le précédent, une forme de manifestation égalitaire entre États, toutes 2 des décisions politiques fondées sur une dialectique de l'égalité appelée ici syntagme tribalo-traditionnaliste et s'imposant aux ressortissants de leur pays quelle que soit leur opinion individuelle. Il convient de comprendre comment cette acception de l'égalité contrevient à la mise en œuvre du principe d'égalité, et pourquoi son argumentaire est néanmoins accepté par les populations de ces pays. Il ne s'agit pas d'une étude comparative des systèmes sociopolitiques parcellaires que présentent chacun de ces 3 pays, mais bien de mettre en évidence des schémas d'interaction qu'ils ont en commun, et de comprendre si ces schémas produisent des résultats différents ou non en termes de contrat social, et pourquoi. Dans un certain nombre de cas, l'irruption dans le raisonnement du récit d'incidents qui se sont produits dans des aires culturelles extérieures à l'Afghanistan a pour objet d'équilibrer par la mise en évidence de similarités le réflexe tribaliste du lecteur qui voudrait rejeter dans l'externalité, voire l'étrangeté sinon la barbarie, des pratiques afghanes à mener dans la discussion. L'intention générale est de parvenir à une perception holiste de la problématique traitée, celle de la dignité de la personne humaine à travers une préoccupation concernant celle des personnes vivant en Afghanistan. Les considérations qui animent ce travail débordent largement ou occasionnellement sur la philosophie, la théologie, la psychologie, l'économie ou même la physiologie. Il s'inscrit néanmoins résolument dans le domaine de l'anthropologie politique, comme représentation du pouvoir d'action de l'individu sur son environnement social et institutionnel. D'une certaine manière, ces chevauchements sont une parfaite métaphore de ceux qui façonnent la sociologie de l'Afghanistan. Les exemples ou considérations semblant déborder l'ère culturelle considérée, l'Afghanistan, visent à rappeler l'unicité du système interrogé,
celui des dynamiques sociales dans la population du monde. La difficulté est d'appréhender la réalité d'un système dont on est soi-même partie prenante. Il s'agit d'abord de faire percevoir par touches successives l'impropriété d'une réflexion dichotomique ou analytique à propos de la question de l'égalité en Afghanistan, avant de tenter d'en appréhender la complexité grâce à la réflexion systémique. C'est ainsi que ce travail sera déroulé en 3 parties. Une part de déconstruction, une part d'élaboration d'une théorie, et enfin une part de mise à l'épreuve de la théorie. Il ne s'agit donc pas d'une étude sur l'Afghanistan, mais bien à propos de l'Afghanistan et de son positionnement singulier dans les problématiques contemporaines, d'observer les modes d'organisation sociale qui utilisent l'égalité comme argument et éventuellement d'élucider ceux qui sont porteurs de capacités d'interaction positive. Le raisonnement mené introduira les notions d'égalité tribaliste et d'égalité traditionnaliste, 2 argumentaires de l'égalité utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur des groupes en alternative à l'égale dignité dévolue aux individus par le principe d'égalité. Il s'agira enfin de repérer le lien en Afghanistan ou ailleurs entre la dialectique ternaire de l'égalité en sociopolitique, telle qu'identifiée ici, et l'usage de la violence avec ses conséquences sur le contrat social. La formulation de ce questionnement pourra être alors: que signifie le principe d'égalité dans la mondialisation? Et plus finement, comment être égal dans l'instable et le violent? Quel est le lien entre la revendication d'égalité du barbare afghan et la revendication de sécurité du civilisé occidental? Un jeune Afghan, qu'il soit Hazara, Ouzbek, Turkmène, Tadjik, Pashtun, Pachaï, Aïmak ou autre, a-t-il droit à la dignité? Quelle est la teneur de l'égalité que convoquent les féministes internationales à propos de la condition féminine en Afghanistan? Devant quelles instances une population en crise peut-elle faire valoir l'égalité et les droits inscrits au texte fondateur des Nations Unies? Ces questions trouvent-elles réponse dans des concepts utilisables par tous? Ou sommes-nous condamnés à vivre dans un monde cloisonné par les appartenances identitaires? Titre 1. La dialectique conventionnelle de l'égalité inadaptée aux réalités sociopolitiques de l'Afghanistan. Comment peut-on être persan? Montesquieu, Lettres persanes, 1721. La réalité de l'un est simple légende pour l'autre. Sairacha, 2005. L'idée d'égalité implique le respect dans tous les hommes de leur dignité, et dans chacun d'eux de leurs inégalités naturelles. Philippe Archambault, 1966. Tel que communément perçu, l'égalité est le principe qui fait que les individus doivent être traités de la même manière, avec la même dignité, qu'ils disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs, ce qui a des implications en termes sociaux, moraux et juridiques. L'égalité peut être un droit, mais aucune puissance humaine ne saurait la convertir en fait, avertit déjà Honoré de Balzac. Omar, un intellectuel afghan en exil en France, note: le mot égalité est important pour faire la distinction avec la notion d'identité. Il y a souvent confusion. En fait, dans une famille, si on a 2 enfants, l'égalité est de les nourrir en fonction de leurs besoins et des moyens de la famille, et pas de leur donner forcément la même quantité. Il s'agit de partager les ressources disponibles, matérielles ou immatérielles, de façon équitable entre les différents membres de la société. C'est une notion difficile à comprendre. Omar ajoute: les termes égalité, liberté, démocratie sont compris en Afghanistan non en soi, mais d'une manière différente du modèle occidental. Il y a un défaut de pédagogie et de culture politique. Les politiques entretiennent la confusion en affirmant que c'est étranger à la culture. L'Afghan est un animal impressionniste. On recueille l'impression générale plutôt que le détail, même en poésie. Ça donne des interprétations fantaisistes, une qualité de l'argumentation par référence, même abusive. Une sorte de paquet cadeau dans chaque mot. Voici dès l'abord évoquer des différences de perception et d'interprétation du concept, ainsi que l'idée que la population afghane manifeste des dynamiques cognitives singulières. Approcher cette singularité demande de s'imprégner de cet impressionnisme, pour en comprendre le mouvement et les points d'ancrage. Il s'agit alors de rencontrer un échantillon d'individus évoluant dans l'environnement sociétal afghan, et de se laisser porter par leur mode de pensée. Ce sont là les prémices d'une approche systémique.
Prendre en compte les éléments du domaine considéré, ici grossièrement posés, l'égalité en Afghanistan, et les passer au broyeur d'une déconstruction conceptuelle, pour mettre en évidence les limites des filtres préexistants et s'imprégner de possibilités sémantiques nouvelles. 1.1. Les Afghans en demande d'égalité, enquête et témoignages. Ils n'ont pas les mêmes besoins que nous. The Asia Foundation entreprend annuellement des études d'opinion en Afghanistan, sur la base d'actions similaires menées dans d'autres pays d'Asie du Sud. La première édition de l'étude A Survey of the Afghan People fut menée en Afghanistan en 2003. La plus récente est datée de 2013. D'une année sur l'autre, les Afghans sont légèrement plus nombreux à penser que le pays va dans la bonne direction, 57% en 2013, mais le nombre de ceux qui pensent qu'il va dans la mauvaise direction s'il reste inférieur en valeur absolue, augmente également, 38% en 2013, ce qui témoigne d'une polarisation de la société. Une série de questions de l'enquête d'Asia Foundation concerne plus particulièrement l'égalité des genres. En 2013, le soutien de principe à l'égalité reste élevé, ce qui concerne l'égalité devant la loi, 90%, ou l'égalité d'accès à l'éducation pour les femmes, 83%, et dans une moindre mesure l'égalité dans l'action politique, 44%. Cependant, le soutien pour le droit des femmes à travailler en dehors de leur maison conserve sa tendance à la baisse, de 71% en 2006 à 62% en 2011, puis 63% en 2013. Un tiers des répondants, 36%, disent que les femmes ne devraient pas être autorisées à travailler en dehors de chez elles. On notera que ces réticences accrues concernant l'égalité des droits des femmes s'accompagnent d'une hausse régulière du nombre de personnes affirmant s'inquiéter pour leur sécurité personnelle, de 40% en 2006 à 59% en 2013. Outre l'imprécision statistique, la valeur de telles études quantitatives est à relativiser. Les questions représentent la structure mentale de ceux qui les posent. En vertu de la perception impressionniste, plutôt qu'analytique ou rationaliste qu'a la majorité des Afghans des concepts qui leur sont présentés, le simple fait d'engager un questionnaire est une forme de référendum pour ou contre la modernité. Le simple fait d'y répondre est déjà une validation implicite du point de vue analytique de l'enquêteur, alors que la majorité des Afghans reste impressionniste. Et à moins d'être très tranchées, pour ne pas dire hostiles, les réponses à des questions sur l'égalité des genres seront guidées par le souci de faire plaisir à la personne qui mène l'enquête, présumée favorable au parti pris occidental ou démocratique. Pour mieux comprendre les réalités de la vie en Afghanistan, pour dépasser les images mentales imposées dans la représentation très uniforme qui en est faite dans les médias, pour appréhender la perception de l'égalité sous toutes ses facettes et notamment y apporter des éléments qualitatifs, le moyen le plus direct et le plus efficace est alors de faire connaissance avec la diversité des Afghans ou des étrangers qui ont vécu dans le pays et de les faire parler, ou encore de les lire. Selon une pratique déterministe, il s'agit de conduire des entretiens avec un échantillon de la population. Selon une méthode empirique, il s'agit de rassembler les récits écrits au cours des 10 dernières années par des étrangers ou des Afghans qui ont jugé utile de transmettre leur expérience à propos de ce pays. 1.1. Une population en souffrance et en espérance. Une enquête à propos du principe d'égalité. J'ai appris à Aibak, à l'occasion des élections, que personne ne peut toucher aux droits. Quand je l'ai entendu dire, j'étais tout excitée. Je me suis sentie libre de faire ce que je voulais. Rahim interprète 2005. L'article 22 de la Constitution de janvier 2004 stipule « Discrimination et privilèges de quelque sorte qu'ils soient sont interdits entre citoyens de l'Afghanistan. Les citoyens de l'Afghanistan, aussi bien hommes que femmes, ont des droits et des devoirs égaux devant la loi. » Ces dispositions ont fait l'objet d'une enquête de terrain. 1111. Le choix des répondants. 30 entretiens ont été tenus de mai à septembre 2005. Les questions en avaient préalablement été préparées dans 4 langues, français, anglais, dari, pashto. Pourquoi ces 4 langues ? Aucune langue ne permet, en Afghanistan où les minorités linguistiques sont nombreuses, d'atteindre la totalité de la population. Le dari et le pashto sont les 2 langues officielles instituées par la Constitution de 2004.
L'anglais est la langue véhiculaire des intervenants internationaux. Elle est pratiquée par la plupart des Afghans travaillant à la reconstruction. Le français, langue du travail final, pouvait être utilisé dans certains entretiens. Ces choix ont introduit dès l'abord plusieurs inégalités structurelles dans la composition de l'échantillon. Aucun entretien n'aura été conduit avec des membres illettrés de certaines minorités linguistiques. C'est à l'école en effet que sont appris le dari et le pashto, pour les 20 à 25% de la population dont aucune des deux n'est la langue maternelle. Le deuxième biais structurel de cette enquête est d'avoir été conduite principalement dans des centres urbains, alors que la majorité de la population vit en zone rurale. L'apparition de la télévision dans les foyers, alimentée en énergie avec les petits groupes électrogènes saupoudrés par l'aide internationale, a néanmoins rapproché ces populations des débats nationaux. Le troisième biais est la forte proportion de personnes ayant séjourné à l'étranger. Parmi les interlocuteurs afghans parlant anglais ou français, 12 l'ont appris comme réfugiés durant la guerre, notamment au Pakistan. 8 d'entre eux ont habité en Occident, France, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Suisse, Danemark. L'accès aux répondants s'est fait de proche en proche, à l'occasion de rencontres et de déplacements, l'objectif n'étant pas d'obtenir une évaluation quantifiée mais une diversité la plus grande possible des interlocuteurs, tout en restant dans des conditions de sécurité acceptables. Les entretiens réalisés avec des personnes dans l'exercice de leurs fonctions, dont les noms n'ont pas été changés, sont les suivants. Sayed Abou Baker Hachemi est professeur de charia à la faculté de droit de l'université de Kaboul. Pashtun de Pagman, 42 ans, 7 fils, il ne donne pas le nombre de ses filles. Il a étudié le droit islamique en Arabie Saoudite et au Pakistan. Il est le gendre d'Abdur Rasoul Sayyaf, leader d'une des tendances fondamentalistes du djihad et l'un des fomenteurs de la guerre civile. Abou Baker proclame que c'est à son initiative que la mention de l'égalité des hommes et des femmes a été ajoutée à l'article 22. Il est capable de faire un long sermon sur les raisons essentielles qui, selon les enseignements du prophète Mohammed, donnent à la femme et l'homme des devoirs différents. Il est un exemple d'Afghan traditionnaliste qui n'a jamais fréquenté l'Occident. Mohamed Kazim Malwend, 55 ans, est secrétaire général adjoint du nouveau Parlement afghan. Pashtun du Logar, il a passé son enfance à Koundou. Il a fait des études d'économie à Kaboul, puis une spécialisation en administration publique au Canada. Il a été fonctionnaire au ministère du Commerce afghan puis fonctionnaire international notamment pour la Croix-Rouge internationale, dont 4 ans passés au Népal. Il représente le tout petit groupe d'Afghans qui sont revenus participer à l'action de reconstruction, après un long exil à l'étranger. Son âge, sa biographie et ses positions modernistes suggèrent qu'il a été fonctionnaire du gouvernement communiste. Palwasha Shahid Kakar a 40 ans, elle est Pashtun de Jalalabad, et a habité dans de nombreuses provinces afghanes. Au moment de l'entretien, elle est mariée depuis 16 ans et a 4 garçons. Après des études de sociologie à l'université de Kaboul à l'époque communiste, elle a été enseignante, puis a travaillé pour des ONG sous les talibans. En 2005, période de l'enquête, elle est depuis 2 ans chargée des droits des femmes au bureau de Héra de la Commission afghane indépendante des droits humains, AIHRC. Tous les humains sont nés d'un homme et d'une femme, même s'ils ont des peaux différentes, dit-elle. Même durant la période des talibans, elle et sa famille n'ont jamais voulu partir en Occident, pour rester au service de leur pays. Les noms des autres personnes rencontrées ont été modifiés par souci de protection. La somme des contextes de chaque entretien permet de faire percevoir la variété des modes de vie. Omar, un intellectuel pachtoun exilé en France avant les guerres, a été rencontré à Paris. À 42 ans, il est actif dans la communauté afghane et a animé des émissions radiophoniques de sensibilisation au processus constitutionnel. En Afghanistan par la suite, les premiers entretiens ont été conduits à Kaboul dans le milieu humanitaire, et initialement avec des coopérants français. Dorothée, 36 ans, est française, médecin pour une ONG. Elle dit « Je me suis rendu compte que j'étais une fille à 18 ans. Je suivais une filière scientifique, je jouais au foot, il n'y avait pour moi pas de différence sauf physique, jusqu'au jour où on m'a dit « T'es une fille », ce qui sous-entendait un comportement particulier, ce qui m'a perturbée. D'ailleurs je ne vois toujours pas la différence.
alors que ça m'imposait des restrictions, une sorte d'enfermement dans des limites acquises, d'où une perte d'assurance et de confiance, un manque de support de mon entourage en dehors de la famille. En fait, la confrontation à la norme sociale s'est faite pour moi au moment de l'indépendance. Geneviève, 50 ans, est également française, sage-femme libérale, et Nader, 42 ans, est coopérant. Binational né à Kaboul, il est arrivé en France pendant sa petite enfance et a fait entre autres des études de sciences politiques. Ses échanges avec des coopérants français permettent de caler les références internationalistes des réponses aux questionnaires. Les autres entretiens menés à Kaboul en 2005 se sont effectués à l'occasion de rencontres inopinées quand les interlocuteurs parlaient anglais ou français, ou de manière plus programmée quand il fallait s'adjoindre les services d'un interprète. Kaboul rassemble toutes les ethnies du pays, avec des quartiers fortement dominés par les Tadjiks, les Pashtuns ou les Hazaras. À Kaboul se trouvent également les Afghans détribalisés, constituant l'élite urbaine du pays et se qualifiant simplement de Kaboulis. Ibrahim a 21 ans, il est de Kaboul et travaille comme coordonnateur dans une ONG. Il vit chez ses parents avec 3 frères et 2 sœurs, dont il est l'aîné. La famille est rentrée en 2003 du Pakistan, où ils avaient passé 6 ou 7 ans. A interrompu ses études au lycée, pour travailler. Se définit comme travailleur social. S'il avait les moyens, il voudrait faire des études de droit ou d'économie. Quand on lui demande ce que font ses sœurs, Ibrahim répond d'un air gêné qu'elles attendent à la maison de se marier. Elles n'ont pas pu aller à l'école quand nous étions au Pakistan, à cause du manque de sécurité. Il affirme que la mort de la présentatrice de télévision Shaima Rezaï qui a eu lieu quelques jours avant, voire en 3222, est un suicide de honte. Nazami était en train de haranguer des soldats de l'ISAF dans un cybercafé. Il est Pashtun, habite à Chicago depuis longtemps, détient les 2 nationalités afghanes et américaines. Il a une éducation supérieure, et enseigne la sociologie. Il est venu à Kaboul pour faire valoir des droits de propriété, ce qui l'a confronté à la corruption. Il est farouchement anti-américain, et croit fermement que les USA ont organisé eux-mêmes les attentats du 11 septembre 2001. Je suis la seule personne en Amérique qui élèverait la voix pour défendre notre peuple, proclame-t-il. Wafa a 40 ans. Pashtun du Wardak, elle a fait des études de médecine à Kaboul. Elle ne voulait pas se marier, et a été forcée d'accepter d'épouser un médecin. Mariée depuis 15 ans, elle a réussi à faire admettre ses vues sur l'égalité à son mari et sa belle famille. Elle a 2 garçons et 2 filles, et se déclare maintenant très heureuse. Je n'avais pas réalisé que mon mari est très bien avant de commencer ce travail de sensibilisation aux droits des femmes. Eshak a 54 ans. Persanophone, il a été élève du lycée franco-afghan Istiklal puis a fait des études supérieures de français. Marié depuis 25 ans, ma femme ne travaille pas, elle n'a besoin de rien, il a 2 enfants jeunes adultes. Exilé à Peshawar entre 1993 et 2002, il y travaillait pour des ONG. Il y a 2 ans, son salaire de professeur à l'université était de $80 américains par mois. Il a été ensuite augmenté à $250 américains, ce qui le fait juste atteindre la tranche des revenus imposables, une perspective qu'il trouve ahurissante alors même qu'il n'aura rien à payer. Nourdiahan a 34 ans, elle est née à Karté-Parwan, un quartier ouest de Kaboul, dans un clan d'origine ouzbek. Sa langue maternelle est le dari. Sa famille, 4 sœurs et 2 frères, a quitté le pays en 1990. Elle a fait 2 ans d'études de médecine à Kaboul, puis 1 an de sociologie au Pakistan avant de s'initier à la gestion financière en France. Elle est depuis 3 mois responsable financière d'une ONG de développement, à Kaboul. Sa famille, et notamment son père, a du mal à accepter qu'elle soit indépendante économiquement et socialement. Narj a 37 ans, elle est célibataire et habite avec ses parents et 2 frères. Son père est comme elle, professeur à l'université. Elle étudiait la psychologie à l'université de Kaboul, où elle enseigne maintenant. L'entretien n'a pas pu être mené à son terme. À 4 heures de l'après-midi, elle s'est sentie l'obligation de rentrer chez elle, de peur qu'il ne soit trop tard dans la soirée, et que le qu'en dira-t-on s'anime. La prise de décision familiale ou politique sont 2 processus très différents.
Quelqu'un peut être un tyran domestique et être très apprécié dans son entourage politique. Beaucoup de gens ont des comportements différents, des rôles différents. Elle ne dit pas qui elle vise par ce commentaire, probablement son père. Lotfullah, 31 ans, est né dans le Panjshir. Son père, enseignant, a été exécuté en 1979 par les communistes. Il a 2 frères et 2 sœurs. A vécu quelques années en exil au Pakistan, où il a fait l'expérience de l'éducation traditionnaliste des Moudjahidines. A commencé des études d'ingénieur, puis de sciences sociales, avant de travailler comme administratif dans des ONG. Nasser a 26 ans. Il est né à Kaboul et étudie au département de français de l'université de Kaboul. Il voudrait continuer ses études en France, du droit ou du journalisme. Il habite avec ses parents, son père est employé de banque et son jeune frère. 3 frères plus âgés sont indépendants, dont 2 vivent à l'étranger. La famille a passé 1 an au Pakistan, en 2001. Il parle dari, pachto, français, anglais, ourdou. Yasmine a 42 ans, elle est née à Kaboul. Elle parle dari, français, anglais, russe, son père était diplomate. Elle a étudié et enseigne le français depuis plus de 20 ans. Elle a quitté le pays en 1987, pour la France et le Canada. Elle est mariée et a 3 enfants. Elle et sa famille viennent de rentrer en Afghanistan pour se mettre au service du pays. Les Afghans ainsi rencontrés à Kaboul majoritairement sur leur lieu de travail, font partie de l'élite intellectuelle de la population, et appartiennent pour la plupart à la frange moderniste de la société. Pourtant, on sent bien que la question de l'autonomie des femmes pose problème à tous, bien qu'à des niveaux variables. Même quand ils affirment des convictions personnelles libérales, c'est souvent la pression sociale qui les contraint à des choix de vie conformes à la tradition. Il est notable qu'aucun de nos interlocuteurs de moins de 40 ans n'est marié. Toujours en 2005, d'autres entretiens ont eu lieu au fil de déplacements en province. D'abord à Aibak dans la province de Samangan, une ville à population mixte tadjik-ouzbek au nord-ouest de Kaboul, à mi-chemin de la route vers Mazar-e-Sharif. Rahim est un jeune homme de 19 ans, qui a toujours vécu dans la province de Samangan. Son père est mort il y a 4 ans. Lui et ses 3 frères travaillent pour subvenir aux besoins de la famille, la mère et 3 sœurs encore à la maison. Une 4e sœur est déjà mariée. Il a donc arrêté l'école en 12e classe. Mais il a poursuivi l'apprentissage de l'anglais dans une école privée, et parle bien. Depuis qu'il a 6 ans, il aide à tenir la boutique familiale. Il travaille aussi comme traducteur d'anglais pour un salaire de $120 par mois, un très bon salaire. Rahim a une amoureuse, et tous 2 sont engagés dans le processus anticonformiste et difficilement réalisable de faire reconnaître leur choix à leur famille dans la perspective d'un mariage. Rahim évoque aussi le cas d'un jeune homme qui vient d'être condamné à 14 ans de prison pour le viol d'une jeune fille qu'il avait attirée à son domicile. Elle lui avait fait confiance, et il l'a droguée pour pouvoir en faire ce qu'il voulait. Selon Rahim, ce jugement est très nouveau, et c'est une très bonne chose que le garçon ait été condamné. Il faut que les limites soient connues, dit-il. Naïm a 32 ans, il est né dans la vieille ville d'Aibak. Il se déclare ouzbek. Il est parti en Europe pour faire des études, 4 ans en Turquie, puis a passé 6 ans en Suisse et 2 ou 3 ans au Pakistan avant de rentrer. Avec son frère, il est soutien familial, sa mère et sa jeune sœur, depuis que leur père s'est remarié avec une autre femme il y a 8 ans. En Turquie, il étudiait le droit et l'administration publique. En Suisse, il a suivi une formation d'interprète, puis a travaillé pour une ONG. Il parle l'ouzbek, le dari, le pachto, le turc, l'allemand, l'anglais. Interprète dans la même organisation que Rahim, il tenait énormément à être interviewé lui aussi, comme pour faire valoir son droit à l'égalité. Dans la réalité, il déclare être confronté en permanence à son ascendance ouzbek qui lui vaut des discriminations insupportables. Ishtar a 23 ans, elle est née au Pakistan où ses parents avaient fui. Elle a 2 frères et 3 sœurs plus âgés, 2 frères et une sœur plus jeune. La plus grande partie de sa famille est toujours au Baloutchistan. Elle a fait des études jusqu'au bas en sanitaire, puis a dû changer pour les lettres parce qu'il n'y avait pas d'enseignement pour les filles en sciences. Elle a épousé son cousin, qui est lui, illettré. Il était cordonnier au Pakistan.
Quand on lui demande si la différence d'éducation ne pose pas problème, elle répond « C'est important de se comprendre ». Elle a voulu rentrer s'installer à Samangan, d'où la famille est originaire, dans un village. Ici, elle poursuit une formation de sage-femme. Son mari n'a pas trouvé de travail. Son allocation de formation, $30 par mois, est la seule ressource familiale, outre les revenus des terres qu'il possède à la campagne. Elle a 2 filles de 3 et 1 an. Elle ne veut plus être enceinte parce que c'est trop risqué. On lui explique qu'en Occident ce risque est quasiment nul. Elle répond qu'ici une femme préfère mourir plutôt que de se faire accoucher par un homme. Pour elle, ça n'aurait pas d'importance, mais pour son mari, oui. Pour ses patientes, elle essaierait d'expliquer les dangers et les solutions, mais elle pense qu'elle n'arriverait pas à convaincre. Jamila a 25 ans. Elle n'est allée qu'1 an à l'école. Elle est employée comme assistante maternelle à la crèche du centre de formation d'une ONG, pour un salaire de $100 par mois. Un bon travail, dit-elle. Ces jours-ci, le centre est fermé pour 3 semaines de vacances, alors elle aide au ménage au bureau. Son mari, un fermier, séjourne en ce moment dans la province du Baglan pour les moissons et donc elle-même et ses enfants sont retournés chez ses propres parents. Ils ont 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. La fille aînée, 9 ans, va à l'école. Durant l'entretien, Jamila est entourée de sa mère, une veuve de 40 ans qui a eu 4 enfants, et de sa tante maternelle de 50 ans, une veuve également, dont la parole domine celle des autres. Ces 3 femmes se déclarent illettrées. Se joint également à l'assemblée une sœur de 14 ans, qui est en 4e classe et voudrait devenir enseignante. Elle rapporte que pour l'élection présidentielle, ils ont tous voté Kanoni, un leader tadjik, pour la paix. Quand on pointe alors une photo au mur qui représente Dostum, un leader ouzbek, elles rient toutes ensemble et expliquent que le mari de Jamila est lui, ouzbek. Samia a 38 ans, elle est mariée depuis 14 ans et a 9 enfants, 6 garçons et 3 filles. Autour d'elle ses belles-sœurs, épouses des autres fils de la maison. L'une mariée depuis 6 ans et enceinte de son premier enfant, son mari travaille en Arabie. Une autre, 26 ans, 3 ans de mariage, pas d'enfant, mari en Arabie aussi, ce n'est pas drôle. Une 3e, 5 ans de mariage et 2 enfants. Il y a aussi une nièce de 19 ans et qui attend son mariage. Elle est en train de coudre son trousseau. Présente également, une cousine en visite de 25 ans. En fin de visite se manifeste la belle-mère, de 53 ans dit-elle, mariée depuis 40 ans. Elle avait déjà 4 enfants à l'invasion russe. Au cours de l'entretien, on voit passer le maître de maison, turban crânement posé sur les cheveux blancs, devant lequel toutes ces dames se lèvent d'un seul mouvement. Il vient saluer l'étrangère en visite et s'assurer que tout va bien. Babour a 37 ans. Il est chauffeur dans le bureau d'une ONG à Aïbak. Il habite en Kapisa avec ses frères dans la maison de leur père, et soutient sa famille, sa femme et 4 filles, ses frères assurant le quotidien et lui le financement. Pour lui, l'égalité s'estime à l'équité du partage des responsabilités entre les frères. Babour ne sait ni lire ni compter. Si j'avais été éduqué, j'aurais donné de meilleures réponses, dit-il. Il dit aussi, il y a 20 ans les Russes sont arrivés avec le communisme, les Afghans pensaient au futur. Malheureusement, l'Afghanistan a été détruit par les guerres, maintenant il y a les Américains, personne ne connaît le futur. Aïbak est un petit bourg largement organisé, autour de la vie rurale. Selon l'adage traditionnel, certaines des femmes rencontrées ne sont littéralement jamais sorties de la maison de leur père que pour se rendre dans celle de leur mari, et pour voter en 2004. L'apparente facilité avec laquelle les familles pratiquent les mariages mixtes ouzbek-tadjiks est largement pondérée par l'annonce que les votes présidentiels ont été généralement ethniques, pour garantir la paix. Ces déclarations tendent à confirmer des commentaires entendus à l'occasion de l'élection présidentielle de 2004, suggérant que le scrutin a permis aux différentes ethnies de se compter par la focalisation des votes sur les candidats perçus comme représentant l'une ou l'autre. De Samangan, le déroulé des entretiens s'est poursuivi à Mazar-e-Sharif, chef-lieu de la province de Balkh à majorité ouzbek dans le nord du pays, et connu pour sa mosquée bleue, tombeau revendiqué d'Ali, gendre du prophète Mohammed. Najiba a 27 ans. Elle habite toujours chez ses parents avec ses 3 frères et 5 sœurs, elle est la 2e, après un frère. Elle a toujours habité à Mazar-e-Sharif. Elle a fait des études de journalisme,
et dirige une radio locale destinée aux femmes et soutenue par un puissant chef de guerre ouzbek. Sa langue maternelle est le dari, elle parle également un peu pachto, ouzbek, anglais. Nadjiba a insisté pour avoir une éducation, et sa famille en est maintenant contente après avoir longtemps rechigné. Pendant les talibans, elle travaillait pour une ONG, formation de femmes, alimentation, librairie, culture. Sa famille, qui n'est pas éduquée, n'accepte pas l'égalité des droits, par exemple, elle ne peut pas sortir pour les programmes de nuit. Par contre, elle a pu aller au Pakistan pour une réunion, son frère non. Nadjiba respecte les décisions de sa famille, y compris pour un mariage, parce qu'il choisirait le meilleur parti pour elle. À propos de la présentatrice de télévision retrouvée morte, elle dit « Elle ne se comportait pas bien, sortait la nuit, buvait, ça regardait sa famille qui n'a pas pu l'éduquer convenablement. Parfois la famille a le droit de faire ça, pour garder une bonne vie. Mais pas de la tuer. Ils auraient dû discuter avec elle, mais la famille dit qu'elle s'est suicidée. » Othman a 35 ans, il est né à Mazar où il habite avec sa femme et ses enfants. Il a fait ses études secondaires à Kaboul, puis a étudié le droit à Mazar où il enseigne maintenant. Il est candidat aux élections législatives de septembre 2005. Notre problème majeur est de ne pas canaliser nos problèmes. Nous mélangeons les difficultés de la condition féminine avec les questions économiques. Gulab, collègue du précédent, s'était incrusté pendant l'interview avec Othman. Pourquoi êtes-vous ici? Si c'est pour apporter le mode de vie des femmes occidentales, ça ne convient pas aux Afghans. Chez vous les femmes sont exploitées sexuellement, ici on ne l'accepte pas. Une interview de Gulab a alors commencé, écourtée parce que l'heure de fermeture était arrivée. Entre les deux, Othman avait averti. Il nous a été imposé par les étrangers, il revient du Danemark où il a fait ses études. Ne lui prêtez pas attention, tous les Afghans ne sont pas comme lui. Tamira a une 60aine d'années. Elle est née à Koundou, dans le nord de l'Afghanistan, qu'elle a quitté vers 5 ans quand sa famille est venue à Mazar. Son père était de Boukhara, en Ouzbékistan, ce qui implique qu'il a fait partie de l'émigration due au pogrom soviétique. Elle a épousé un homme de la région de Kaboul, dont elle a eu 6 enfants dont 3 garçons. 2 sont morts à la guerre. Elle est veuve depuis 10 ans. Son mari l'avait remarqué, alors qu'elle se rendait à l'école coranique. La vie avec lui avait des hauts et des bas. Il était colérique, elle se protégeait en le raisonnant. Elle gagne 2000 afghani, $40 américains par mois à faire le ménage. Si je reste à la maison, qui paiera pour faire les courses? Elle travaille pour son petit-fils, pour le docteur, etc. De ses 3 gendres, l'un est maçon, les 2 autres ont des emplois administratifs. Les droits égaux, ça veut dire pouvoir travailler ensemble au bureau. Kadra a entre 35 et 40 ans. Veuve depuis 4 ans, son mari, parti au bazar chercher du pain, a fait une chute mortelle. Elle a 8 enfants entre 16 et 4 ans. Elle a toujours habité Mazar. Ses parents étaient arrivés de Badghis pour trouver un meilleur travail. Elle ne sait pas dater les événements. Elle se serait mariée à 14 ou 15 ans. Elle travaille actuellement dans une ONG qui produit des travaux de broderie à destination des internationaux et qui emploie des veuves pour les former à une nouvelle activité. Le mar, c'est le contraire de l'égalité des droits, c'est une charge plutôt qu'une garantie pour la vie. Tout le monde devrait faire un mariage d'amour parce que c'est pour vivre ensemble. Son fils aîné dit « D'abord l'école, ensuite un bon travail pour gagner de l'argent et alors je pourrai me marier. » Vachir a 54 ans, habite à Mazar depuis toujours. Il est marié, son épouse, enseignante, est candidate aux élections législatives, et a 9 enfants de 29 à 9 ans. Il est professeur de mathématiques, un emploi pour lequel il gagne $40 américains par mois. Alors, l'après-midi, il est également maître d'hôtel dans une guest house de Mazar, où il gagne $200 américains par mois. Il a fait ses études à l'époque de Zahir Shah, et a commencé à enseigner sous Daoud. L'article 22 ? C'est celui qui permet à ma femme de partir seule en Allemagne. D'une certaine manière, les entretiens de Mazar-e Sharif ont été plus riches, moins convenus que ceux conduits jusque-là, comme si l'éloignement de Kaboul et la position de capitale ouzbek du pays libéraient une certaine originalité dans les choix de vie et les argumentaires de discussion. À Mazar a été rencontrée la 2e personne de notre panel,
Gulab, avec Abu Baker, qui manifeste à l'égard de l'égalité des femmes une méfiance radicale fondée sur le conservatisme islamique. Hérat, capitale à majorité persanophone, avec de fortes minorités pachtoune, de la province du même nom dans l'ouest du pays et non loin de la frontière iranienne, a donné lieu un mois plus tard à une autre série d'entretiens. Tabar a 35 ans, elle est de Hérat. Son mari a 54 ans, elle n'a pas d'enfant. Elle a fréquenté seulement l'école coranique, pendant 18 mois. Elle faisait des tapis, mais ne peut plus à cause de ses mains. Elle est venue à la IHRC pour se plaindre de son beau-frère, le frère de son mari, qui les bat. Le beau-frère est actuellement en prison, et doit passer en jugement, et elle a peur que le procès soit biaisé par de la corruption. Les gens ont des idées variées. Pour certains, la liberté c'est d'enlever le tchadri, mais je veux rester dans le cadre de l'islam et croire en Dieu. La liberté c'est être libéré de la guerre, pas de l'islam. Waïda a 41 ans, elle est pachtoune, une famille de Kandahar qui a émigré à Hérat il y a un siècle. Elle parle dari, et a appris le pachto à l'école. Elle est veuve depuis 8 ans, elle a 4 enfants. Elle a habité pendant 30 ans à Kaboul, est revenue à Hérat en 1992. Elle a fait des études en sciences de l'éducation, à l'université de Kaboul. Elle a enseigné jusqu'à récemment, quand elle est devenue enquêtrice pour l'AIHRC où elle s'occupe des réfugiés. C'est l'usage qui est différent. Avant un juge aurait tranché en faveur d'un homme, maintenant les droits sont égaux. Outre 3 nouveaux entretiens, l'étape de Hérat a permis de comprendre le fonctionnement de la Commission afghane indépendante des droits de l'homme, AIHRC, fondée sur recommandation des accords de Bonn et financée par l'aide internationale. Un entretien a eu lieu au cours d'un déplacement dans le Logar, une province pachtoune rurale, à l'automne 2005. Iskandar est un médecin de 25 ans célibataire, pachtoune du Paktia, formé au Pakistan. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.